Bonjour et enchanté. Donc moi je suis Guillaume Buffet. Je suis le fondateur d'une techno qui s'appelle Motherbase, mais c'est pas l'objet de ce matin. Je suis là en tant qu'animateur et je vous propose de m'appeler plutôt Paradox ce matin. Paradox parce que je dirige une start-up dans le monde de l'IA et qui permet de faire des choses extraordinaires, mais qui consomme des CPU, des GPU, des centres serveurs à n'en plus finir, mais qui d'un autre côté permet aussi, par exemple, à un événement qui avait lieu le mois dernier à Grenoble, qui s'appelait Tech and Fest, de réunir 50 startups de la décarbonation pour faire 850 rendez-vous avec autant d'industriels qui ont fait avancer leur sujet de décarbonation. Donc dans le monde d'aujourd'hui, on peut être à la fois un acteur qui s'interroge sur son impact et un acteur au service de la transformation. Et ça tombe bien parce que je crois que c'est le sujet qu'on va aborder tous les quatre ensemble. Ravi de vous accueillir ici et je vous propose déjà une petite règle du jeu, c'est de faire hyper simple et hyper court pour qu'on ait le temps d'aborder plusieurs sujets ensemble. Et puis enfin, on va faire comme dans les yaourts, vous savez, on va commencer par parler de ce qu'il fait à l'intérieur, ce que vous faites à l'intérieur, avant de constater ce que vous apportez à l'extérieur. Et pour ça, je vous propose trois échanges. En commençant par vous, Nathalie. Nathalie, vous pilotez les sujets de sustainability d'une partie des activités de ST Microelectronics. Comme tous les acteurs, on ne va pas se le cacher, tous les acteurs de la tech aujourd'hui, ST Micro est sous le feu des projecteurs climatiques, comme moi aussi d'ailleurs, hein, et pas toujours comme un exemple à suivre de façon collective, hein, nous acteurs du numérique. Et pourtant, vous faites bouger les lignes, vous aussi, sur les sujets de transition, de climat et de décarbonation. Concrètement, vous faites quoi aujourd'hui pour limiter votre empreinte carbone ? Alors, merci Guillaume. Donc oui, ST, concrètement pour limiter son empreinte carbone, déjà a pris un engagement d'être neutre au niveau carbone en 2030. Ce qui est un engagement très agressif et qui est le plus agressif dans l'industrie. Pour ça, on a mis en place un certain nombre d'actions. Au niveau de notre outil industriel, au niveau déjà on peut parler de l'énergie renouvelable. On a en fait un commitment aussi d'être 100% d'énergie renouvelable dans nos usines d'ici à 2027, ce qui est aussi un engagement très agressif. Et on est déjà depuis 2023 à plus de 71%. Vos usines, elles sont dans combien de pays dans le monde ? On a des usines partout entre le front-end et le back-end. On en a des principales en France et en Italie. Et après, pour tout ce qui est back-end, on en a en Asie et aussi au Maroc. Merci. Donc on a un certain nombre d'actions. Ce que je voudrais quand même aussi dire, comme tu disais par rapport à la tech, c'est un engagement qu'on a pris il y a longtemps. Parce que pour vous donner un exemple, on a publié l'année dernière notre 27e rapport de développement durable. Donc c'est un engagement qu'on a pris à l'origine, à la création d'ST. Donc c'est des actions qu'on a mis en place depuis longtemps et qu'on augmente étape par étape pour devenir de plus en plus impactant. Et ça a un grand effet sur les puces qu'on livre à nos clients et comment on engage à nos clients. On va justement avoir l'occasion d'en parler juste après, mais avant ça, on continue ce petit tour de table. Quentin, de la même façon, on va dire que le retraitement et le recyclage des déchets n'a pas toujours le vent en poupe en termes de participation aux enjeux planétaires. Et pourtant, chez Neolith, qui est l'entreprise dans laquelle tu es impliqué, on peut dire que vous avez complètement justement repensé la démarche des déchets au service de la décarbonation. Oui, exactement, Guillaume. Le boulot de Neolith, c'est de traiter des déchets non dangereux et non recyclables pour fabriquer des matériaux de construction qui prennent la forme de petits cailloux qui sont utilisés dans des bétons. Donc on a une approche très circulaire, là où ces déchets habituellement sont envoyés en enfouissement ou en incinération. Donc l'approche de Neolith a été de repenser un modèle. Notre force, c'est qu'on on est parti d'une feuille blanche, donc c'est à la fois la grande difficulté des entreprises comme les nôtres, avec des défis industriels majeurs, et en même temps, notre grande force, c'est qu'on connaissait tous les paramètres avant de pouvoir lancer l'entreprise. Donc le bénéfice de Neolith, c'est de venir en complément des solutions de recyclage qui sont existantes. Il faut toujours encourager la réduction du volume de déchets, leur recyclage quand c'est possible. Et nous, on intervient dans un temps suivant, lorsqu'on n'a pas d'autre solution que d'enfouir ou d'incinérer ces déchets. Donc on arrête de mettre les problèmes des déchets sous le tapis, en quelque sorte. On les affronte parce que c'est un petit peu reculer pour mieux sauter. On va avoir des défis environnementaux colossaux. Jusqu'ici, on décide de ne pas toujours les voir ou de les affronter. Là, on a un sujet d'ampleur.
et une capacité pour Neolith à répliquer des usines un peu partout avec une logique très locale et très circulaire. Merci beaucoup. Alors François, quand tu te présentes, je ne sais pas si tu dis que tu bosses dans une association humanitaire ou dans un fonds d'investissement, mais en tout cas, tu es un des membres les plus dynamiques que je connaisse de l'équipe Team for the Planet. Je crois que ton cœur de métier, c'est d'animer l'écosystème de start-up qui tourne autour de vous. Et votre promesse, c'est de mettre la finance au service des transitions, c'est ça ? Exactement. Alors du coup, pour répondre à ta question, nous sommes plutôt un mouvement citoyen. C'est-à-dire que Team for the Planet a été créé pour offrir à tout un chacun la capacité à adresser, avoir une action systémique sur le problème du réchauffement climatique. Et du coup, se dire qu'à partir du moment où on est venu au boulot à vélo, où on a arrêté de manger de la viande rouge, en fait, on est un petit peu limité en termes d'action. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour aller plus loin et pour régler une bonne fois pour toutes ce foutu problème ? Donc, c'est ça, Team for the Planet. On a décidé de le faire au travers de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Donc le mouvement porte un fonds d'investissement et ce fonds d'investissement a vocation à impulser une capacité à faire les choses différemment. Donc on va en reparler après sur les indicateurs de performance, mais notre vocation, elle est vraiment là d'être capable de collecter, d'agglomérer une masse de gens qui vont porter ensemble une façon de faire qui va être plus compatible avec un monde convivial. Voilà, donc aujourd'hui on est 128 000 actionnaires, ouais. Donc on a quand même un petit peu de surface. Et c'est cette puissance-là qu'on met au service de la décarbonation. Donc en quelque sorte, ce que tu nous dis là, c'est qu'en quelques années, ça fait combien de temps que ça existe, Team for the Planet ? 5 ans, on est à notre 6e là. En 5 ans, 128 000 actionnaires, on peut dire que vous êtes devenu un acteur central des sujets liés aux transitions, voire même incontournable sur un certain nombre de domaines. Et j'imagine... D'avant-garde. D'avant-garde, c'est joli. Que votre KPI, comme on dit, de votre indicateur de performance, ça n'est pas que la performance financière du fonds. Donc globalement, comment est-ce que tu arrives à évaluer le succès ou les échecs d'ailleurs de Team for the Planet aujourd'hui ? C'est ça, on renverse un petit peu la table parce qu'on se rend bien compte que décarboner une économie en croissance, c'est extrêmement difficile. Si on voulait vraiment être sérieux sur la décarbonation, il nous faut 7% de décroissance des émissions par an. On a annoncé là récemment un 4, donc on est en train de rater l'objectif, alors que les premiers pourcents sont les plus faciles. Et du coup, il faut se poser la question de comment on peut faire différemment. Et c'est ça qu'on essaye d'impulser. Donc chez Team for the Planet, l'indicateur financier est clairement important, parce qu'il faut quand même s'insérer dans un système économique sur lequel on est capable de gagner de l'argent. Mais l'indicateur de performance de Team for the Planet, c'est de la tonne de CO2 évitée. Donc on a co-créé un indicateur que pour ça, qui s'appelle le dividende climat, qui est une mesure de l'impact positif de l'argent. Vous avez tous entendu parler du rapport d'Oxfam sur l'impact négatif des banques, ou dans le cas de votre épargne. Et ben, Team for the Planet renverse cette dynamique-là en disant notre épargne peut avoir un impact positif, et nous on est capable d'avoir un indicateur qui mesure ça. Et c'est le dividende climat. C'est hyper intéressant. Il y a quelques jours, j'intervenais au sommet mondial de l'IA à Paris. Et le responsable d'un grand fonds d'investissement a dit devant le public à un peu loin de 2000 personnes, il faut que sur 10 startups, il y en ait 8 qui meurent. Ça veut dire que des acteurs d'une industrie, l'industrie financière, ont encore comme modèle fondamental de créer 80% d'inefficience. C'est incroyable de se dire qu'en 2025, on est encore en capacité de penser des modèles économiques qui sont à 80% inefficients. Vous renversez complètement cette table-là. Hein. Oui, exactement. Il n'y aura pas d'échec ferme chez TFTP. Si demain, une de nos étoiles n'arrive pas à la rentabilité, elle aura contribué à quelque chose dans le cadre d'une économie du partage et dans le cadre d'une économie ouverte. Bon alors, et Nathalie, par rapport, tu l'évoquais rapidement tout à l'heure, aux autres fabricants de puces ou aux acteurs de la microélectronique, aujourd'hui vous êtes en avance sur leurs engagements. Et justement, comment est-ce que ces engagements vous permettent d'être plus attractifs que d'autres fabricants de puces ? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, votre engagement carbone, ce 27e bilan, est-ce qu'il attire des clients chez ST Micro ?
Alors effectivement, je confirme, tous les benchmarks le montrent qu'au niveau CDP, Ecovadis et bien d'autres, on est clairement en avance parce qu'on a aussi commencé bien avant que ce soit une demande. Et pour répondre à ta question, déjà, c'est pour ça que ma fonction a été créée il y a 2 ans. Moi, je suis responsable développement durable en sales et marketing. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les clients, quels que soient nos clients, que ce soit dans tous les domaines, il y avait Valeo tout à l'heure, ça peut être Apple, ça peut être Schneider, quels que soient les domaines, au-delà de la compliance, parce qu'il ne faut pas oublier, demandent de plus en plus à connaître l'empreinte carbone des produits qu'on leur délivre, demandent à l'utiliser, et on réfléchit avec eux comment réduire l'impact des applications électroniques, comment faire de la sustainable électronique en fait, réduire l'impact tout en maximisant ce que l'électronique peut amener de positif dans la transition énergétique. Parce qu'en fait, il y a 2 choses. Il y a l'empreinte de ce qu'on fabrique et il y a ce que ça peut amener. Et donc, les clients le demandent et on a de plus en plus de discussions pour collaborer avec eux. Et le fait qu'on soit en avance et qu'on ait démarré il y a longtemps, vu que c'est des sujets nouveaux, c'est une approche nouvelle, nous permet clairement de collaborer de manière beaucoup plus proche, que ce soit avec nos clients, mais aussi avec nos fournisseurs, parce que c'est toute une chaîne de valeur qui doit se mettre en route. Il y a les 3 piliers au niveau de nos fournisseurs, de nous-mêmes et de nos clients. Ça, c'est super intéressant, cette notion de collaboration. On va beaucoup en reparler, en particulier cet après-midi. Mais le fait d'arrêter de penser en silo et de penser impact économique positif de la décarbonation, ça se pense tous ensemble. J'imagine que chez toi, c'est exactement pareil, Quentin, parce que on ne peut pas imaginer en chambre repenser le traitement des déchets sans penser aux acteurs amont et aux acteurs aval. Je crois que tu as parlé tout à l'heure des petits cailloux qu'on met dans le béton. Ta compétitivité pour tes clients, tu ne la mesures pas que aux tonnes de déchets enfouis ou réutilisés. Comment est-ce que vous évaluez votre valeur ajoutée et donc comment est-ce que vous êtes plus compétitif que d'autres? Sur la première partie de ta question, le plus important, c'est qu'on est dans une logique très partenariale. Il y a une filière amont qui est la filière déchets, il y a une filière aval qui est la filière de la construction qui va utiliser nos granulats pour les intégrer dans des bétons. La compétitivité de l'entreprise est peut-être la clé de voûte. C'est-à-dire que des entreprises comme les nôtres, et François doit en croiser tous les jours, ne peuvent pas reposer sur l'existence d'un premium écologique. En tout cas, dans notre domaine, c'est pas possible. Donc on se doit d'être compétitif, on pratique des prix qui sont à peu près équivalents aux prix dans le domaine du déchet ou dans le domaine des carriers pour les cailloux. Et par contre, on a un bénéfice qui est environnemental, mais intrinsèquement. C'est-à-dire que c'est notre marque de fabrique. C'est aussi pour ça qu'on est choisi par nos clients, parce que notre procédé permet d'abord d'éviter des émissions par rapport à l'enfouissement, à l'incinération, par rapport à l'extraction de matériaux de carrière, par rapport à certaines matières qu'on peut, nous, évacuer pour être recyclées. Et donc, et la deuxième partie de notre bénéfice, c'est que notre procédé permet de séquestrer le carbone biogénique qui est contenu dans le déchet. Donc on a un double effet, un double bénéfice. Et puis il y a une logique, je redis, mais très locale, où on met en relation des acteurs qui jusqu'ici étaient peut-être côte à côte sans vraiment se parler. Je confirme effectivement ce que tu dis, Quentin. Les clients n'aiment pas payer le green premium. Et du coup, faire de la décarbonation de manière sérieuse, c'est aussi être capable de présenter une compétitivité. Mais ça tombe bien, on va y revenir. Ouais. Cette compétitivité, elle est évidente. Faire les choses correctement, ça paye toujours à terme. Mais justement, Nathalie, je crois qu'aujourd'hui, chez ST Micro, il y a des puces dont l'impact est clairement positif. Est-ce que tu as des exemples à nous citer sur ce que vous faites de bien à l'extérieur, ce que vous faites de bien pour vos clients à travers la décarbonation? Alors tout à fait, on a plein d'exemples. Je vous invite à aller voir, il y en a un en démo, la Powerbox à la French Fab, et il y en a un autre dont on a parlé qui était au niveau des caméras. Si on pense les caméras dans les villes, et aujourd'hui un sujet dont tu parlais en introduction qui est très à la mode, qui est l'intelligence artificielle. Nous, l'intelligence artificielle, si on la fait dans la caméra, au lieu d'envoyer la data dans le cloud et dans le data center qui va la gérer, on diminue la bande passante, on diminue le besoin de stockage, on diminue le besoin en énergie, et à la fin, on réduit de 98% l'empreinte carbone de la caméra. Donc ça permet non seulement d'avoir de toute façon d'atteindre l'objectif voulu avec une empreinte carbone beaucoup plus faible, et quand on pense au nombre de caméras pour une ville, ça permet aussi de limiter l'empreinte carbone et de supporter nos clients
dans les grandes villes qui ont aussi bien souvent un objectif de bilan carbone. On a plein de solutions qui vont dans ce sens-là. Oui, et puis là, sur cet exemple, ce qui est hyper intéressant, c'est que 98% d'impact carbone en moins, mais c'est aussi autant de transferts réseau en moins, donc d'électricité dépensée, de congestion, etc. Ça va dans le même sens. On peut diminuer l'empreinte carbone de ses clients tout en faisant gagner du fric à tout le monde. Alors justement, Quentin, aujourd'hui, vos clients, donc tu le disais tout à l'heure, ils achètent chez vous à peu près au même prix qu'ailleurs, mais le bénéfice concret de passer par Neolith pour un fabricant de béton, par exemple, c'est quoi? C'est une double comptabilité? Alors, on fait attention à ça, de ne pas donner du bénéfice à tout le monde. Notre enjeu donc, sur les émissions évitées, c'est plutôt par rapport à la filière déchets, majoritairement. Sur la partie séquestration, en effet, les granulats qu'on produit ont une empreinte carbone négative parce qu'ils séquestrent plus de carbone qu'ils n'en émettent. La vraie vertu, c'est le déploiement et la réplication de nos usines. Aujourd'hui, on a 2 sites qui sont nos sites de démonstration en Maine-et-Loire. On est en train de préparer le déploiement industriel de Neolith avec des sites un peu partout en France et puis on prévoit aussi un déploiement en Europe et peut-être un peu plus loin. Chaque usine séquestre 2 fois plus de carbone qu'elle n'en émet. Et donc, on a vraiment cette approche de réplication. Lyon fait partie, et la région lyonnaise fait partie des zones dans lesquelles on va implanter des usines dans les années à venir. Et on prévoit plus de 10 usines d'ici 2030 sur un modèle d'usine qui permet le traitement de 100 000 tonnes de déchets par an, ce qui représente un peu plus de 50 millions d'euros d'investissement, 60 emplois locaux, dont une grande partie non délocalisable, et enfin l'intégralité non délocalisable et une grande partie peu qualifiée. Et il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que nos usines doivent apporter du sens, et du sens à l'intégralité des salariés. Travailler dans une entreprise qui a des objectifs environnementaux très concrets et des réalités, ça fait aussi venir les gens. Et ça, c'est un des grands enjeux de l'industrie pour réussir à fidéliser et à avoir un modèle d'affaires qui puisse se répliquer. Donc, pour toutes les collectivités territoriales ici présentes ou les industriels, passez voir Quentin pour discuter après. Moi, je suis là après pour discuter avec vous. On travaille plutôt avec des centres de tri privés, mais en effet, on a quelques accroches avec les collectivités. Super. François, on est à 1 minute 30 de la fin de notre échange et je suis content de te laisser quasiment le mot de la fin. Vous avez conçu un modèle chez Team for the Planet pour que votre impact soit démultiplié. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que votre ambition, c'est de couvrir la planète entière à travers la décarbonation? J'en profite pour rebondir un petit peu sur ce que disait Quentin auparavant. On est là sur une scène décarbonation. Et la décarbonation aujourd'hui, c'est un petit peu en train de passer de mode. On a l'impression que quand même le contexte n'est pas très favorable. C'est certain. Il ne faut pas lâcher l'affaire parce que cette décarbonation, elle a un impact sur la façon dont on fait les choses. Décarboner, c'est faire les choses bien. Aujourd'hui, tout le monde est conscient. Nous sommes 128 000 et si on est 128 000, c'est parce que les gens savent. Trump pourra s'agiter comme il veut. Les gens savent qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on le constate tous les jours. Donc, quand on fait les choses pas très bien, on ne crée pas un sentiment de satisfaction chez les gens. Et ça fatigue. Et cette fatigue-là, elle va se traduire en performance opérationnelle. Et donc, cette décarbonation, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, c'est ne la lâchez pas. Parce que c'est votre performance de demain. Et c'est se passer de coûts qui sont volatiles. C'est se passer du carbone, du coup des produits pétroliers qu'on n'a pas en Europe. Et du coup, c'est votre performance de demain. Ne l'abandonnez pas maintenant. On investit toujours en période de crise. Nous sommes en période de crise. C'est maintenant qu'il faut investir. Vous avez vu, on n'a pas parlé une seule fois du mot CSRD pendant 20 minutes. Parce que sur ce sujet, on s'en fout. L'enjeu, c'est vos business models, c'est de faire en sorte que vous créiez de la valeur, que vous soyez plus compétitifs, plus performants grâce aux enjeux de décarbo. En mot de la fin, je veux dire, il y a un certain nombre de startups qui sont ici présentes, qui ont des solutions opérationnelles concrètes, dont certaines qui sont soutenues par Team for the Planet. Pareil, je pense à Entente, qui est dans le village des startups là-bas. Ils réinventent la récupération de la chaleur fatale. C'est dingue. Allez les voir. Allez voir les startups qui interviennent sur ces sujets. Il y a une énergie formidable et c'est tout sauf passé de mode. Merci à tous les trois. Merci Guillaume, merci beaucoup, on peut l'applaudir.